Le rendez-vous de chaque dimanche, mesdames et messieurs, c'est Info 7 qui retrace pour vous les temps forts de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons commenter, analyser les temps forts de l'actualité de cette semaine avec un des communicateurs de la majorité présidentielle et secrétaire général de la Fondation du Congo. À Congo Web Télévision, nous recevons toutes les tendances. C'est ça la force de Congo Web Télévision. Avec Makolo Kotambola, nous allons analyser donc les temps forts de l'actualité de cette semaine. Soyez donc avec nous. Très heureuse donc de vous recevoir, Makolo Kotambola. Merci de m'avoir invité. Fondation du Congo, c'est encore un ASBEL qui se transformera plus tard en parti politique. C'est la mode aujourd'hui. Hein? Non, c'est un parti politique qui est né depuis 2011. C'est un parti politique, c'est pas une association. Non, c'est un parti politique né depuis 2011 qui a aujourd'hui 2 députés nationaux à l'Assemblée nationale. Donc, comme pour vous dire qu'en réalité, c'est pas quelque chose qui vient de naître par une sorte d'épiphénomène. C'est pas l'appendice du PPRD ou l'appendice des grands partis de la majorité présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, on a dit qu'il y a beaucoup de partis qui refont surface pour oxygéner un peu le PPRD, la majorité présidentielle, vu les enjeux électoraux. Attendez, il se trouve que le PPRD est un parti de la majorité présidentielle, comme la Fondation du Congo. Être de la majorité présidentielle n'est pas une mauvaise chose. Nous sommes membres, comme le PPRD, de la majorité présidentielle. Le PPRD est un parti frère que nous aimons, que nous respectons, et dont nous... Mais vous n'avez pas la même force, hein, ni la même capacité. Est-ce que vous êtes installé partout dans En réalité, comme membres d'une même famille, nous avons un même père. La force d'une famille, c'est le père. Et le père de la majorité présidentielle, vous le connaissez, Joseph Kabila Kabange. Donc, nous savons que le PPRD est les grands frères, nous sommes des jeunes frères, mais ensemble, nous sommes forts. Chaque enfant doit s'envoler, même dans une famille, il y a un père, il y a une mère, mais chaque enfant doit aussi s'envoler de ses propres ailes. On ne peut pas toujours s'accrocher au père, sinon on sera sous les jupes de papa, ou sous les jupes de maman. Non, c'est très mauvais que de croire qu'on est né tout seul. On est né de quelqu'un, d'un père. Le sang qui coule dans les veines du père, à un moment, il faut, et c'est lui qui coule dans les veines du fils. Il faut de temps en temps couper le cordon. Couper le cordon, c'est tout à fait naturel, mais attention, le vrai cordon ne se coupe pas. Le lien qui unit un père à ses fils ne peut pas se couper par... le simple fait à la maternité d'avoir coupé le cordon ombilical. Parce que en fait, au-delà du cordon ombilical, il y a l'âme du Père, qui est la vision du Père. C'est pour ça que nous disons d'ailleurs à certains qui se rêvent quelque chose autre au-delà du Père, que attention, quand on est fils de quelqu'un, on se revendique fils de cet homme-là, en faisant tout ce qu'il te demande, en allant dans la même direction que le Père, parce que les jours où le Fils fait les choses contraires à la vision du Père, ça pose problème à la famille. Même si j'y reste, je suis mère aussi, quand même si votre père vous dit d'aller voler, vous n'allez pas voler parce que c'est la vision du Père. Non, le bon père, selon la morale, ne dit jamais à ses enfants d'aller voler, parce qu'il y a un bon père, dans l'idéal des choses, et contre les incivilités, contre toute chose qui peut compromettre la dignité de la famille. Parce que quand un enfant se méconduit, en fait, quelqu'un d'intelligent peut se poser la question, mais de qui est-il fils ? Exactement, voilà. Et vu l'impunité qui règne au sein aujourd'hui en République démocratique du Congo et surtout dans votre famille politique, on se pose la question si votre père est aussi fort qu'on le dit, parce qu'il ne punit jamais ses enfants. Un bon père, comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Mais l'africanisation aussi des concepts, moi je trouve. Pourquoi aujourd'hui en Afrique seulement, on a tendance comment dire, à rendre la politique comme une famille? Est-ce que le chef de l'État n'est pas mon père? D'une façon ou d'une autre, il n'est pas votre père, il n'est pas votre frère, il est le chef de l'État. Pourquoi vous voulez tout mettre dans le cadre de la famille? Il est le père de la nation. Attendez, le père de la nation, ce n'est pas simplement africain. Charles de Gaulle se disait l'homme de la nation. Pas le père, hein? Nuance, hein? L'homme de la nation. C'est-à-dire, quand on dit... On dit père fondateur. Quand on même dit, aux États-Unis, c'est père fondateur. Attendez, vous posez des questions. Laissez-moi
aller dans les fonds des choses, quand De Gaulle dit « je suis l'homme de la nation », c'est comme pour dire moi, mon problème en étant président de la République, ce n'est pas être l'homme d'un camp contre un autre camp. Père de la nation, parce que c'est lui qui représente tout le pays. C'est lui qui parle au nom de tous les Congolais. Donc, tous les Congolais doivent se reconnaître en lui, même s'ils n'ont pas voté pour lui dans une compétition électorale démocratique. Maintenant, s'agissant de ce que vous avez dit tout à l'heure, le père est un père. Le père ne punit pas parce qu'on a dit. Le père punit parce qu'il a constaté. Et il y a plusieurs manières de punir. Il se trouve, par rapport au père dont nous parlons, celui de la majorité présidentielle qui est en même temps Chez vous, il doit être chef autorité morale. Parce que le père de la nation est pas seulement père de la majorité présidentielle. Oui, c'est la même chose dans la conception que je donne à cela. De par sa fonction de président de la République, il est le père de tout le monde. Maintenant, au sein de la majorité présidentielle, il est le père, l'autorité morale de la majorité. Il n'y a pas plus grande autorité morale dans une famille que le père. Voilà. Donc, comme pour dire que punition, châtiment, oui, mais de temps en temps, quand il y a punition et châtiment, c'est généralement au sein de l'opposition qu'on crie très fort, oh non, c'est la dictature. Quand on sévit un peu, quand on chicote un peu, on crie à la dictature. Eh bien, quand on n'écoute pas les rumeurs, on dit, allez, il y a impunité. Non, ça n'est pas au président de la République, en tant que tel, de punir qui que ce soit. Il y a dans ce pays ce que Montesquieu a prévu depuis le XVIIe siècle, la séparation des pouvoirs. Le judiciaire existe. On ne peut pas vivre dans un état de droit avec un président de la République qui fout tout le monde en prison. Ça n'est pas le rôle de l'exécutif qui est de foutre les gens en prison. C'est le rôle du judiciaire. Et quand le judiciaire se rend compte qu'il y a l'une ou l'autre chose qui ne marche pas bien, c'est à lui, au judiciaire, de sévir. Voilà, maintenant, nous prenons... tout est clair. Nous prenons le premier terme, mesdames et messieurs, ces deux conférences. La première, c'est la conférence de la CPI, bien que nous n'ayons pas d'image par rapport à ça, mais nous allons en parler. Comme vous le savez, le numéro 1 de cette cour est venu ici à Kinshasa. D'ailleurs, les langues se sont déliées pour dire qu'elle est simplement venue faire du tourisme, parce qu'on n'a pas vu les retombées de la présence de Bensouda ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Et d'autres disent qu'elle a tenu des propos qui ont choqué une certaine opinion des Congolais. Nous allons parler aussi de nous un tout petit peu. Nous allons parler de la conférence de presse de GED, de journalistes en danger, parce que vous le voulez ou non, nous ne sommes pas le quatrième pouvoir, nous sommes le pré-pouvoir. Plus de détails racistes, s'il vous plaît. Plusieurs journalistes ont répondu présents à l'invitation de la structure Journalistes en danger en vue de célébrer la 25e édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Prenant la parole en premier, le président de l'Union nationale de la presse au Congo, Kasonga Chilunde, a parlé de l'évolution de la loi accès à l'information en RDC. Si beaucoup de pays ont adopté la loi d'accès à l'information, il n'en est pas de même de la RDC qui se bat depuis 2009 avec le collectif 24 pour se faire et sans jamais y arriver. En 2015, le Sénat a adopté le projet de loi sur l'accès à l'information et depuis 3 ans, ce projet est bloqué à l'Assemblée nationale où nous apprenons en dernière minute qu'elle est conditionnée par la fusion des deux. De notre point de vue, les deux lois sont différentes, même s'il y a des pays qui les ont fusionnées. Mais nous devons éviter de copier de mauvais exemples. Quant à Chivis Chivouadi, président du GED, reconnaît qu'il y a une certaine amélioration sur l'atteinte de la liberté de la presse en RDC. Depuis le début de cette année, nous avons enregistré un total de 44 cas d'atteinte diverses à la liberté de la presse.
tandis qu'à la même date, à la même période en 2017, nous étions à 66 cas. C'est-à-dire, il y a 22 cas en moins, et ce qui représente sur le plan des statistiques une amélioration d'au moins 30%. Au sortir de ces assises, Lambert Mende Omalanga, ministre de la Communication et Médias, a affirmé ici que la liberté de la presse est un processus qui doit faire objet d'une promotion et d'une défense permanente. Je dois dire que c'est un processus, ce n'est jamais un acquis. La liberté de la presse, comme toutes les libertés, doivent faire l'objet d'une promotion et d'une défense permanente. Mais ce qu'il faut dire, après avoir entendu ce que nous avons entendu ici, le rapport des associations professionnelles, c'est que nous sommes en bonne voie. Signalons également que cette année, cette journée est célébrée sous le thème « Médias, justice et état des droits, le contrepoids du pouvoir ». Makolo Kotambola, pourquoi Bensouda est venu en RDC selon vous? Bensouda est venu parce que la CPI pense qu'il y a des problèmes d'atteinte aux libertés individuelles dans les pays du monde. Pour elle, il faut qu'elle fasse les pérégrinations pour prêcher la bonne nouvelle aux autorités de chaque pays, pour les sensibiliser à s'occuper de la défense des droits de l'homme dans leurs territoires respectifs. Et il y a quelque chose qui a été dit, que si les pays ne s'occupent pas du respect des droits de l'homme, alors la CPI va le faire à leur place. Mais ce qui est important par rapport à la visite de Bensouda, c'est que l'opposition a un peu crié pour rien. On croyait que cette dame viendrait ici avec un fouet, un peu comme on avait parlé naguère au sujet de Niki Haley. Niki Haley, il venait avec un fouet, et Bensouda également avec un fouet pour fouetter je ne sais qui ici. La vérité, c'est que quand la dame de la CPI est arrivée, elle s'est rendue compte que la situation était prise en bras-le-corps par les autorités du Congo, et que ici, il y a un gouvernement qui s'occupe de faire respecter les droits. Donc, c'est tout à fait normal qu'on nous pose des questions, mais quand on vient, on se rend compte que les choses vont bien. Bensouda n'a pas caché sa satisfaction pour dire et qu'elle voyait que les choses étaient dans la bonne direction. Quelles sont les retombées de sa visite selon vous? Une autre image de la RDC, c'est ça? Oui, bien sûr qu'il faut désormais que les opposants comprennent que le travail qu'ils font, y compris dans des chancelleries occidentales, de saper la dignité du pays, de ternir l'image du pays, de travailler à la recherche du bannissement du pays et par rapport au monde civilisé, est une erreur. Les opposants doivent arrêter. Heureusement que l'Occident commence de temps en temps à dire à certains d'entre nos compatriotes que, écoutez, nous faisons plus confiance aux autorités établies qu'à des déclarations des coins de la rue. Il y a une certaine opinion qui a lié la venue de Bensouda en République démocratique du Congo au procès de Jean-Pierre Bemba, parce que ces procès aussi, ça va faire bientôt 8 ou 9 ans que Jean-Pierre Bemba est à la CPI. Est-ce que les deux sont liés? Non, mais d'abord, il faut que les gens comprennent une seule fois pour toutes que Jean-Pierre Bemba Gombo n'est pas en prison à la CPI pour ce qu'il a fait ou ce qu'il aurait fait au Congo. Donc,
Les plaignants, attendez. Je vous en prie. Mais la plainte qui a abouti à son incarcération à la CPI ne vient nullement du Congo. Mais sa donc Bensouda ne peut pas venir rechercher une quelconque orientation au Congo pour un dossier qui ne concerne en rien. Mais sa détention en ce pays, Makoloko Tambola, est-ce que cela ne plaît pas aussi à certaines personnes ici en République démocratique du Congo, comme Jean-Pierre Bemba n'est pas là, ben il y a certaines personnes qui soufflent entre guillemets, qui disent ouf, enfin il n'est pas là, lui qui pouvait nous mettre les bâtons dans les roues, il n'est pas là. Non, non, Jean-Pierre Bemba n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit pour mettre les bâtons dans les roues du pouvoir actuel. Jean-Pierre Bemba a été... En 2006, il a été quand même le deuxième. Il a été battu, démocratiquement battu. Il a essayé de faire une guerre qu'il a perdue. Donc, et puis, malgré la guerre, le président de la République est allé le voir pour dire... Attendez, travaillons ensemble. C'est peut-être dit, hein, c'est lui. Oui, ben, attendez. Quand on dit qu'il y a guerre en RDC, vous dites non. Pourquoi avec Jean-Pierre Bemba, vous en parlez? Non, il y a guerre. Moi, je l'utilise. Attendez, moi, j'utilise des mots qui ont un sens. Alors, si on dit qu'il y a guerre à l'Est, pourquoi vous n'acceptez pas qu'il y a guerre à l'Est? On dit ça. Non, non, il y a beaucoup qui disent que attendez, madame, je suis votre invité. Laissez-moi l'autorité d'utiliser les mots qui sont les miens. Moi, j'ai dit les mots en français ont un sens. Je les utilise parce que je leur donne le sens de guerre. En 2006, laquelle guerre Jean-Pierre Bemba a perdu. Maintenant, il est à la CPI, pas à cause de cette guerre-là, pas à cause de ce qu'il a fait au Congo. Vous savez, en tant qu'humain, je suis triste de le voir incarcéré. Du moins par rapport à sa famille, à sa femme, à ses enfants, ça fait mal. Aux membres de sa famille, ça fait mal. Mais en même temps, il faut que nous regardions la réalité en face. C'est une plainte venue de la République centrafricaine. La République centrafricaine n'est pas une province congolaise à ce que je sache. Mais c'est quand même en Afrique, précisément. C'est un pays voisin. Qui n'est pas le Congo. 22 cas de moins, pardon, par rapport aux journalistes, hein, à l'atteinte aux droits des journalistes, 22 cas de moins. Donc, comme l'a dit Chivis Chivwadi, en statistique, donc ça fait une amélioration d'à peu près 30%. Ça vous satisfait ou on doit encore faire, selon vous, Makoloko Tambola, beaucoup d'efforts pour, par exemple, la dépénalisation des délits de presse, par exemple, la loi la loi par rapport à l'information, parce qu'à l'Assemblée nationale, ça traîne et tout ça. Pour vous, quelle est votre lecture de la situation des journalistes en RDC? Chaque fois quand je suis les informations, j'entends qu'il y a des journalistes qui sont tués en Afghanistan, des journalistes qui sont tués à Londres, des journalistes qui sont battus en France, et des journalistes qui meurent à l'Est. Ça me chagrine. Ça me chagrine. J'aurais aimé qu'on ne parle pas de 22% et qu'on se félicite d'une diminution alors qu'il y a tout de même quelques cas. Donc j'aurais aimé qu'on soit dans la situation de 0,00%. Maintenant, ce qui arrive, hélas, nous sommes sur la terre des hommes. Maintenant, ce que j'ai dit aux journalistes, c'est que comme partisans de la liberté d'expression, les journalistes doivent travailler librement. Librement, mais ce qu'il faut retenir, il est tout de même bien indiqué qu'ils doivent travailler librement dans le respect de la déontologie et de l'éthique du métier des journalistes. Vous êtes homme politique, vous êtes communicateur de la majorité présidentielle. Est-ce que vous vous sentez à l'aise, par exemple, à Makoloko Tambola, quand vous passez dans des chaînes, moi je l'appelle peut-être chaîne rouge, je fais allusion aux journaux rouges de l'époque. Est-ce que M. Makoloko Tambola est à l'aise à CCTV, par exemple? Vous vous sentez à l'aise? Est-ce que vous vous sentez beaucoup plus à l'aise à Télé 50? Parlez-moi personnellement. Non, je le dis en vous regardant dans les fonds des yeux. C'est vrai que certaines chaînes de télévision ne donnent plus les infos. C'est vraiment une sorte de ring où on se donne des coups de poing
pour faire mal. Tout le matin, tout le soir, vous entendez les gens parler, mais on n'est plus dans l'information. On est dans les attaques. C'est vrai qu'on a de l'habitude maintenant, mais ça fait mal que de voir un journaliste sortir du champ journalistique, prendre les élans d'un opposant farouche et même au-delà de l'opposition. Par rapport à vous-même, comment moi personnellement, quelle chaîne de télévision, quelle radio, vous savez, tout ça. Ici n'est pas une chaîne de la majorité, ça se sait. Mais vous savez, vous me posez des questions sans embâche, sans foi aux yeux, j'essaye de vous répondre. Mais ce que j'aime ici, c'est que on reste professionnel. Vous posez des questions en professionnel et j'essaye d'apporter des réponses en convaincu, en militant. C'est bien, vive la démocratie. Mais les insultes, les insinuations, je vais dire par exemple, quelqu'un qui fait un magazine, qui traite un gouverneur d'une province d'assassin, qui aurait, à cause du diamant, fait assassiner quelqu'un. Mais quand on pose des questions aux journalistes en question, en avez-vous des preuves? Ils racontent des banalités. On ne peut pas, même si on aime les uns et les autres, même si on est pour que les journalistes fassent leur travail, mais on ne peut pas transformer un studio de télévision, un plateau de radio en un ring où on donne des coups pour tuer les gens. Ça n'est pas acceptable. Il faut que la liberté d'expression soit garantie et je suis de ceux qui se battent au quotidien pour que cela arrive, mais que cette liberté s'exerce dans le respect de la déontologie et de l'éthique du métier de journaliste. Voilà, merci beaucoup. Je suis contre ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. C'est un grand penseur français qui a écrit cela. Nous prenons le deuxième thème, mesdames et messieurs, c'est Journée mondiale de l'enseignement. Je commence par ça, parce que trop de politique aussi. Nous prenons ce secteur qui est assez négligé aujourd'hui, parce que beaucoup de témoignages nous le disent. Nous avons quand même des preuves cette fois-ci que l'enseignement est vraiment en baisse en République démocratique du Congo. Nous allons parler de cette journée mondiale, nationale plutôt, de l'enseignement et la réaction du ministre de l'ESU, Steve Mbikai, par rapport à cette journée. Ici, nous sommes bel et bien au lycée Notre-Dame de la Providence de Ngaliema. 48 heures avant la commémoration de la journée nationale de l'enseignement, quelques élèves de cet établissement scolaire interrogés quant à ce disent ce qu'ils pensent de cette journée dédiée aux professionnels de la CRE. La journée de l'enseignement, elle existe pour honorer les enseignants parce qu'ils fournissent un travail important. Ils éduquent la jeunesse pour former l'avenir de demain. C'est un symbole qui montre que les enseignants ont aussi de l'importance dans notre vie parce que c'est eux qui vont faire de nous de futurs cadres de ce pays et du monde. Une journée pour eux, c'est vraiment un symbole d'amour. Ces instituteurs soutiennent que cette célébration devrait être capitalisée par des réflexions sur les conditions et préoccupations des enseignants. C'est une journée qui nous rappelle l'importance que doit jouer, l'importance qu'a joué et surtout l'importance que jouera toujours l'enseignant. Ce qui est très important pour nous, ce n'est pas tout simplement de retenir la date, mais c'est plutôt de réfléchir. Nous devons savoir quels sont les éléments qui concourent à la motivation. La journée de l'enseignement est une journée qui est très importante pour les enseignants parce que c'est une journée qui doit être normalement consacrée à la réflexion pour essayer d'évaluer, c'est-à-dire voir d'où nous venons et d'où nous allons. Cela va nous permettre de monter de nouvelles stratégies, de nouvelles méthodes pour essayer d'améliorer ou de perfectionner l'enseignement. Signalons que l'enseignement est un secteur clé pour le développement d'une nation.
aux gouvernants de prendre en compte cet aspect pour se concentrer sur l'amélioration des conditions de travail des enseignants. Cette célébration constitue, dans l'entendement de l'autorité des tutelles du secteur, une opportunité pour encourager toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur universitaire pour les efforts que les uns et les autres fournissent en vue de la revalorisation et de la modernisation dans notre secteur. Face aux turbulences par lesquelles notre secteur est passé durant le dernier trimestre 2017 et le premier trimestre de l'année 2018, le gouvernement de la République, par le ministère des tutelles, s'est investi pour dialoguer avec toutes les parties prenantes afin de prendre des mesures au bénéfice de tous. Le secteur de l'enseignement supérieur universitaire est confronté à une série de défis qui nous obligent à prendre des orientations idoines. Dans cet ordre d'idées, en vue de la pleine mise en œuvre de la loi cadre numéro 014/004 du 11 février 2014 sur l'enseignement national, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire a entrepris d'élaborer les mesures d'application devant faire avancer le processus de la réforme dans notre secteur. Afin de contribuer de manière significative à la vision du chef de l'État, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, projetant de faire de la RDC un pays émergent à l'horizon 2030, il est nécessaire que nous accordions une attention particulière à la formation dans le domaine des sciences, technologies et innovations. Je termine cette allocution en souhaitant une heureuse fête nationale de l'enseignement au grand chancelier des universités, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, à Son Excellence Biron Tshibala Nzenze, Premier ministre. Makoko Tambola, est-ce que on est fier aujourd'hui d'être appelé enseignant congolais? Franchement. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous dire que ce jour-là, j'ai beaucoup pensé à mes maîtres d'école primaire. J'ai vraiment beaucoup pensé à eux parce que ce sont eux qui m'ont appris l'écriture, le calcul, à écrire, tout ça. Et à compter. C'est-à-dire, tout simplement, ils m'ont appris à exister comme une personne compétitive, comme quelqu'un qui doit être... Vous avez étudié où, si c'est pas trop indiscret? À la province orientale, Chopo ou oui, à quelle école? À l'école primaire. D'abord, j'ai commencé l'école primaire dans un village du territoire d'Isangui, en pays Topoké, qui s'appelle Yalisingo, près d'une mission protestante baptiste appelée Lingungu. Vous aimez Première bien année elle, primaire, j'ai été, c'est là-bas, ma circoncision a eu lieu dans un grand hôpital de Yabaondo. Bon, vous savez, les gens qui vivent à Kikwit ne savent pas qu'il y a Yabaondo quelque Exactement, part. le pays est tellement vaste. Et qu'il y a Yalisingo quelque part. C'est une école où j'ai fait ma première année. Maintenant, je suis rentré parce que mon grand frère, l'aîné de notre famille, était un maître d'école primaire. Voilà. Donc, c'est dans la mutation que moi, qui était jeune, il m'a pris, il m'a amené là-bas. Mais j'ai pensé, et après, je suis rentré à Kisangani, j'ai étudié à l'école primaire Lumbulumbu B, dans la commune de Mangobo, et puis l'école secondaire, l'école, l'université, et ainsi de suite, à Kisangani. Bref, ce que j'ai dit, c'est que j'ai pensé à mes maîtres d'école primaire parce que c'est des gens extraordinaires. Pour moi, s'il y a des gens qu'on doit
nominer matin, midi et soir, qu'on doit décorer, à qui on doit remettre des médailles de mérite et je ne sais de quoi d'autres, c'est les maîtres d'école primaire. Parce que c'est eux qui donnent la base, la formation vraiment de base. Parce qu'on n'apprend pas le français à l'université. Exactement. On n'apprend pas l'écriture à l'école secondaire. On apprend en première année primaire. C'est extraordinaire. Vous savez, les enfants qui partent à l'école à 6 ans, ils peuvent faire pipi dans les habits à l'école. Les maîtres ne sont pas que des maîtres. Ils sont plus que les simples enseignants. C'est des parents. Nous avons grandi entre les mains de ces gens-là. Ils nous ont enlevé des culottes, ils nous ont essuyé tout ça. Je veux dire des choses clairement. Donc mais pourquoi aujourd'hui ils sont négligés ainsi, avec un salaire médiocre? Permettez-moi l'expression, même pas 50 000, 60 000 francs. Je ne sais même pas pourquoi ils sont négligés aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce n'est pas qu'une question d'aujourd'hui. Parce que s'il faut analyser votre aujourd'hui, mais on va rentrer jusqu'il y a à peu près 30 ans. Le budget du temps du président Mobutu consacré à l'enseignement, vous en savez quelque chose parce que le métier d'enseignant ne vous est pas étranger. Bon. Donc, le budget. Mobutu est mort, laissons Mobutu tranquille. Nous parlons d'aujourd'hui avec Kabila. C'est lui qui est présent aujourd'hui. Pourquoi vous voulez tout remettre sous Mobutu? Ça fait plus de 20 ans qu'il est parti. Vous étiez là pour améliorer, non? Comment vous parlez encore de Mobutu aujourd'hui? On ne conçoit pas le développement comme ça. Parce que le développement est un processus accumulatif. Mais vous devez faire mieux que Mobutu. Vous n'avez pas fait mieux que Mobutu. Écoutez, ce qu'on voit aujourd'hui est de loin supérieur à ce qui a été naguère. Il faut le reconnaître parce qu'il y a des efforts. Simplement, ça ne sont pas des efforts suffisants. Il faut que l'on poursuive les efforts. Je plaide, comme bien d'autres, et avec raison, je plaide pour la révalorisation du métier d'enseignants. Il faut qu'il y ait de plus en plus de vocations, que les gens aient le plaisir d'être des enseignants. Il y a plus ce plaisir-là. Les gens sont devenus enseignants par dépit, en attendant. Il faut revaloriser le métier en donnant beaucoup plus de moyens, en donnant beaucoup plus d'argent et surtout en faisant en sorte que leur milieu de travail les 1000 écoles de Matata valorisé, il faut déjà construire. Vous en avez Dieu merci, Matata Pogno a fait ce qu'il a fait. Combien d'écoles? Il faut beaucoup d'écoles. On a réhabilité les écoles, y compris à Kinshasa. Il faut être, je ne sais pas comment, pour ne pas contempler la beauté de certaines écoles. La magnifique université au Maniema, l'université de Matata. Il faut aimer ça. Donc c'est pour dire que quand même, il y a de la volonté. Pourquoi ne l'avons pas fait à la province orientale? On aurait aimé que tous les jours soit construite une école au coin de notre rue, dans notre village, dans les chefs-lieux de la chefferie. C'est l'enseignant aujourd'hui. Cette université, avec cette capacité-là, pourquoi pas au Congo central? Pourquoi pas à Kikwit? Pourquoi pas à l'Équateur? Chez Alain Bolikambo? Pourquoi pas chez vous, à la Tchoko? Pourquoi seulement au Maniema? Il faut faire des choses et partout. Je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que ça commence quelque part. Et le commencement, si on a commencé au Maniema, on ira partout ailleurs également. Je comprends. Parce que tout le monde voudrait tirer les draps de son côté. C'est tout à fait naturel. Le besoin d'aménagement de ces secteurs est nécessaire. Il faut que cela se fasse. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ceux qui pensent qu'il n'y a pas suffisamment de moyens, qu'il faut accroître de moyens. Il n'y a pas suffisamment d'éclat dans nos écoles. Il faut réaménager les espaces de vie parce qu'on vit carrément dans les écoles. C'est pour cela d'ailleurs que nous plaidons pour qu'il y ait la paix. Vous savez, quand on a fait les examens d'État l'année dernière, mais c'était sous la coupe de Kamwina Sampou dans les Kasaï, par exemple. Quand vous avez des gens comme des Kamwina Sampou, qui dérangent les enseignants, qui tuent... Qui pillent les écoles. Alors,
il faut qu'on arrête avec ce type de choses pour qu'on donne ensemble beaucoup plus de poids et qu'on fasse beaucoup plus de clarté à ce domaine et qui est beaucoup important. Nous prenons un autre domaine, Makoloko Tambola, c'est bien le travail, l'enseignement, le travail. Tout est lié. Nous avons célébré cette semaine aussi le travail. Et beaucoup de Congolais se sont posé d'ailleurs la question pourquoi devons-nous célébrer cette journée en République démocratique du Congo, vu vraiment comment les gens souffrent et qui n'ont pas de travail, le travail informel, et c'est le travail en tout cas qui bat son plan en République démocratique du Congo. Et nous allons parler de la pose de la première pierre par le président Joseph Kabila de la, je sais pas si c'est nouvel aérogare ou nouvel aéroport, peut-être Makoloko Tambola nous dira un peu plus de précision par rapport à cela. Donc nous prenons ce thème, mesdames et messieurs. Plusieurs personnalités tant politiques que diplomatiques, mais également les représentants des organisations professionnelles ont pris part à ce rassemblement organisé pour célébrer ce 1er mai la fête des travailleurs. Le ministre d'État en charge du travail et prévoyance sociale, Lambert Matoukou, circonscrit ici le cadre de cette célébration. La mémoire collective se souvient que beaucoup de travailleurs ont payé de leur vie les mauvaises conditions de travail pour lesquelles les mandants tripartites continuent à se réunir chaque année à la conférence internationale du travail pour adopter de nouvelles normes et en réviser d'autres en vue de l'amélioration des conditions du travail. À cette occasion, je tiens à exprimer toute ma gratitude à tous les travailleuses et travailleurs de la République démocratique du Congo pour les sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pendant cette période où le pays est confronté à d'énormes difficultés avec comme conséquence l'évitement du pouvoir d'achat des travailleurs ainsi que la baisse du prix des matières premières au niveau mondial, menaçant l'emploi. Signalons que plusieurs syndicats des travailleurs ont boycotté cette manifestation du 1er mai. Ces organisations professionnelles justifient leur décision par le fait que le gouvernement qui a consenti à garantir le paiement des travailleurs sur base du SMIC n'a jamais honoré son engagement. Le président Joseph Kabila Kabange a lancé officiellement l'ouverture des travaux de la nouvelle aérogare à l'aéroport de Njili. La capacité d'accueil de cette aérogare sera de 10 avions long courrier et plus ou moins 3 millions de passagers par an. Le coût de construction de ce travaux est estimé à 354 millions de dollars américains dans un espace de 3 ans. Selon le directeur général de la Régie des voies aériennes, la République démocratique du Congo a déjà avancé 20 millions de dollars américains pour le démarrage des travaux par la firme chinoise SNTC Witech, d'où Exim Bank financera 85% et le gouvernement congolais 15%. Ces nouveaux projets devraient répondre au problème de flux annuel de 3 millions de passagers en vue de se conformer aux normes internationales. Ici également de rappeler qu'il y a 3 ans, l'aéroport de Njili avait été doté d'une aérogare modulaire destinée uniquement aux vols internationaux. Makoloko Tambola, vous avez suivi notre reporter qui a précisé qu'il y a eu quand même, lors de cette journée où on célèbre le travail, boycott de certains syndicats par rapport au SMIC. Comment jusqu'à aujourd'hui, même ce SMIC-là, on n'arrive pas à donner ça aux travailleurs congolais? Vous savez, d'abord, je salue tous les travailleurs et toutes les travailleuses de la République démocratique du Congo. Ce sont eux qui font vivre ce pays. Si ce pays existe, c'est parce qu'il y a des gens qui se lèvent tôt le matin, qui vont au travail et qui font fonctionner toute la machine.
Qui sont mal rémunérés, très mal rémunérés. Même pas le SMIC. Nous n'attendons même pas le SMIC. Je ne sais pas si c'était proposé à 100 $ ou pas, je ne sais même plus. J'entends ces discours-là, comme je l'ai entendu en France. Vous savez, le 1er mai vous aimez bien les comparaisons. Hein? Oui, moi, je parle de la RDC. Laissons la France tranquille. Le 1er mai dernier, les travailleurs français ont réagi contre le gouvernement de leur pays. Il y a eu des casses, il y a eu des incendies, il y a eu des arrestations en France le 1er mai dernier. Comme pour dire que ce qui se passe ici, la situation difficile de nos travailleurs au Congo, n'est pas une situation congolaise. Le monde entier est traversé par la difficulté, évidemment. Selon les proportions différentes, selon les proportions différentes, mais les difficultés sont partout les mêmes, avec des propensions diverses, évidemment. Il faut dire que, s'agissant de la qualité du travail, il faut améliorer. Le terme améliorer est de mise. Après 17 ans, il faut toujours améliorer. Il faut améliorer tous les jours. Même quand vous faites 20 ans, 30 ans, 50 ans dans votre propre maison. On ne ressent pas cette amélioration. Dans votre propre maison, madame, 2011. Le matin d'aujourd'hui, vous avez balayé votre maison. Ce n'est pas parce que vous l'avez nettoyée hier que vous ne pouviez pas la nettoyer aujourd'hui. Il faut continuer à améliorer tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites dans la vie. Donc, moi, je pense que si aujourd'hui, vous savez, les besoins sont illimités. Les économistes savent que les besoins sont illimités. On donnerait 10 milliards de dollars à un travailleur aujourd'hui. Le lendemain, il demanderait qu'on lui paye 10 milliards et 1 dollar. Revenons aussi. Et le surlendemain, il demandera plus. Même le SMIC, comment on ne parvient pas à donner aux Congolais? Même ce fameux SMIC. Il le faut. Je suis d'accord. Mais en même temps, on ne distribue pas ce qu'on n'a pas. En économie, pour qu'il y ait redistribution, il faut la production. C'est pour cela que nous avons besoin d'un pays politiquement stable, pas avec des opposants, on a besoin d'alternance et des élections opposants qui sillonnent le monde entier pour parler en mal du pays. Vous savez ce que cela a comme conséquence? Faire fuir les investissements. Est-ce que les investisseurs fuient à cause des opposants? Les investisseurs. Attendez, est-ce que ces investisseurs-là n'ont pas des ambassades qui leur disent ça et ça et ça, qui n'ont vraiment, vous croyez que c'est le rôle des opposants? Non, les ambassades qui disent ça, tous les ambassadeurs qui disent ça, si on leur dit allez quitter le Congo, ils pleurent comme des petits enfants. Pourquoi sont-ils ici? Parce qu'ils savent que c'est mieux de vivre ici. C'est un pays à nul autre pareil. Pourquoi les Congolais ne vivent pas mieux? Pourquoi les étrangers vivent mieux chez nous? Mais c'est quand même pas paradoxal. Vous osez le dire. Comment les étrangers vivent mieux chez nous que nous-mêmes les Congolais? Je n'utiliserai pas ces propos-là. Je dis simplement que nous sommes... Non, je n'ai pas dit ça. Et d'ailleurs, c'est prouvé que les étrangers vivent mieux en RDC. C'est vous qui êtes en train de faire des proclamations insidieuses. Moi, ce que je dis, je suis mieux chez moi. J'ai vécu pendant très longtemps à l'étranger. Et j'ai été l'homme le plus malheureux. Vous pouvez tout être à l'étranger, mais attendez, votre pays est votre pays. Quand je suis rentré ici, je suis mieux chez moi que quand je vivais de l'autre côté de l'Atlantique. Ce que je dis, c'est que une opposition responsable ne sillonne pas le monde entier pour parler à mal de son pays. Ça a pour conséquence la fuite des capitaux, le départ des gens qui peuvent venir avec des moyens pour investir dans ce pays et créer les emplois et faire en sorte que la machine du pays fonctionne. Mais voilà pourquoi nous voulons la paix, nous voulons l'ordre, pas l'anarchie. Prenons par exemple cet aérogare. Un internaute m'a dit de vous poser la question, pourquoi ne pas créer carrément un autre aéroport? Est-ce qu'il y a un manque d'espace à Kinshasa pour créer notre aéroport moderne
que nous mettre tout le temps des modules, à chaque fois des modules. Est-ce qu'on n'a pas d'espace pour un autre aéroport, comme ça s'est fait à Brazza, comme ça s'est fait ailleurs, parce que vous aimez bien ailleurs, en France, je sais pas. On a créé d'autres... On ne peut pas créer notre aéroport à Kinshasa de s'agglutiner sur l'aéroport d'Ndjili? Pardon, vous savez pourquoi je compare? Parce qu'il nous arrive très souvent de pleurer pour rien. Quand vous êtes à Roissy Charles de Gaulle, en 1900, allez, je veux dire, à l'an 2000 par exemple, Roissy Charles de Gaulle, de l'an 2000. Bah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, on a construit beaucoup de terminaux. Ça s'appelle l'agrandissement. On a construit... Mais à Paris, on n'a pas que Roissy Charles de Gaulle. On n'a pas que Roissy comme aéroport à Paris quand même. Hein? Oui, il y a Orly. Il y a Orly, il y a d'autres. Mais moi, chez nous, on n'a que ça. On n'a que ça. Après 55 ans d'indépendance, on n'a que ça comme aéroport international. Nous avons suffisamment d'espace tout autour de l'Ndjili pour qu'on travaille à son agrandissement, à sa modernisation, plutôt que d'aller commencer des chantiers ailleurs. C'est un problème de choix. Si les gens, les techniciens avaient trouvé qu'on pouvait aller ailleurs parce qu'il y avait plus suffisamment d'espace à l'Ndjili, on le ferait ailleurs. Mais on a constaté que plutôt que d'aller ailleurs inutilement, qui a constaté? Il y a les architectes nationaux, internationaux, les Chinois, les Français, les Belges, les nationaux, ou y avait-il des Congolais les nationaux, évidemment, parce que l'aéroport est quand même sous le contrôle d'une société merveilleuse, ici, société d'État qu'on appelle la RVA. Donc c'est tout à fait naturel qu'il y ait dans cette société-là des gens qui réfléchissent. Maintenant, on peut tendre la main aux investisseurs de divers horizons qui ont des moyens, mais on va faire dans les win-win. Ça se fait partout. En Occident, c'est la Chine qui finance. En Orient, c'est la Chine qui finance. Au Congo, pourquoi ne pourrions-nous pas accepter quelques financements qui viendraient notamment d'Exim Bank? Parce que ça n'est pas la Chine en tant que gouvernement. Mais ce sont des hommes... Mais c'est ça la question. Pourquoi nous le traitons Pourquoi nous ne traitons pas, par exemple, avec le gouvernement chinois? Pourquoi voulez-vous... Pourquoi nous ne traitons pas le gouvernement à gouvernement? Pourquoi ne traiterions-nous pas avec des sociétés? Parce que ce que vous appelez des gouvernements à gouvernement, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Lorsqu'un chef d'État français, aujourd'hui, Emmanuel Macron était en Australie il y a quelques jours. Dans sa délégation, vous saviez qui était dans sa délégation? Les hommes d'affaires, les opérateurs économiques. La France, en tant qu'État, ne construit pas des avions. Ce n'est pas l'État français. C'est une société. C'est une société qui le fait, dont l'État est l'un des actionnaires. Vous comprenez ça? C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Il ne s'agit pas de faire de la soviétisation de l'économie où il y aurait un État et un autre État. Non. Est-ce que le gouvernement chinois est au courant de tout ce qui se passe, par exemple, par rapport à ces investisseurs? Évidemment. Vous en êtes sûr? Évidemment. On passe. Mais pourquoi ces pays-là ont leurs ambassades? Mais comment on ne peut pas aller en Chine sans passer par l'ambassade chinoise. Quand on regarde, je vous en prie, quand on regarde... On ne peut pas aller faire les affaires là-bas si l'ambassade n'est pas si l'officiel n'est pas au courant. Mais quand on voit ce que font les Chinois en Angola, quand on voit ce que font les Chinois à Guinée équatoriale, quand on voit ce que font les Chinois, même à Congo-Brazza, on se demande si ce sont les mêmes Chinois, Makolo Kotamboula. Attendez. Soyons réalistes. Je vais être réaliste avec vous. C'est quel Chinois qu'on nous amène ici? Il n'y a pas si longtemps, je suis allé en visite de travail au Gabon. Figurez-vous que je suis dans une très belle salle où il y avait, y compris des ministres du gouvernement gabonais. Je me présente, je suis congolais de Kinshasa, des ministres du Gabon. Je dis bien, des ministres du Gabon s'élèvent. Oh mon frère, nous sommes, c'est un ministre qui parle, nous sommes très contents des avancées de votre pays
en termes de modernisation. Vous savez, j'ai regardé une sœur qui était à mes côtés. Il regarde peut-être les 5 non, je vais vous dire. Quelle modernisation? Il nous arrive de nous auto-flageller à outrance pour rien. Faites un tout petit tour dans les pays qui nous environnent pour vous rendre compte que la République démocratique du Congo, je le dis avec plaisir, est un grand pays. Est un grand pays à tous égards. Et les gens de tous ces pays qui nous entourent nous envient. Il n'y a que nous-mêmes qui passons notre temps à nous vilipender. Mais les autres nous respectent pour ce que nous sommes et pour ce que nous avons. Il y a des avancées. Quand cet homme-là me dit, j'étais venu au sommet de la francophonie. Mais les routes que vous avez... Il a sillonné quelle route? Quelle route il a sillonné? De l'aéroport vers le centre-ville. Est-il allé à Matete? Est-il allé à Makala? Est-il allé à... Il me dit, nous n'avons pas ce type de route au Gabon. Il n'avait pas tort. Parce que quand je suis sorti, j'ai vu les routes, excusez-moi. J'ai été au Gabon aussi. Le bord de mer est magnifique. Vous voyez la route du bord de mer? Deux voies d'un côté, deux voies de l'autre. Vous en avez 4 ici chez nous. Ici chez nous, vous en avez 4 d'un côté, 4 de l'autre. Nous sommes à combien? C'est grand. Et heureusement que les Gabonais comprennent que c'est grand chez nous, c'est petit chez eux. Mais vous aimez les petits du Gabon, vous détruisez les grands de chez vous. C'est tout de même incompréhensible. Je me demande si ce ministre-là est allé ici même vers l'avenue du commerce. Il m'a dit qu'il désirerait retourner au Congo pour bien des choses que Faites-le visiter l'avenue du commerce. Je ferai tout pour ne pas dire ici. Mais il aime tellement ce pays pour ce qu'il est et pour ce que les Congolais sont ici. Le travail qui est fait ici est formidable. Merci. Je vous suggère de le faire visiter. J'aime ce pays parce qu'il est grand. Je vous suggère de le faire visiter l'avenue de Nous devons améliorer y compris l'aéroport parce que la population de notre pays croît. Je parle de la croissance démographique. Il ne faut pas que nous ayons un petit aéroport pour une population qui croît au jour le jour. Ça s'appelle l'amélioration. Nous entrons maintenant dans la politique politicienne, comme aiment bien nos compatriotes. Nous allons parler un peu politique. Le CLC, comme vous le savez, a tapé encore du poing sur la table. Ils vont reprendre les marches si la situation ne s'améliore pas. Sinon, pas de garanties, l'ont-ils dit. Et l'annonce de la candidature à la présidence, eh bien, ça arrive. Hein, les Congolais commencent à sortir de leur tanière, permettez l'expression. Les élections, c'est au mois de décembre 2018, si tout va bien. Et bien voilà, les Congolaises et les Congolais commencent déjà à se positionner par rapport à ces élections. Plus de détails, s'il vous plaît. À dater du 1er mai, les comités laïcs de coordination est de nouveau engagé dans des préparatifs des actions pacifiques de protestation et des revendications sur l'ensemble du territoire national. Le CLC demande aux Congolais de se mobiliser dans l'unité à travers toutes les provinces, villes, villages, quartiers, avenues et même de rues, tout en demeurant ensemble prêts à affronter les pires pour arracher les meilleurs, à savoir le respect de leur dignité, la conquête de leur liberté confisquée, dit-il, et la protection, la préservation et la promotion du patrimoine commun, la République démocratique du Congo. Notons que cette annonce des laïcs catholiques intervient après l'expiration de l'ultimatum accordé au secrétaire général des Nations Unies et aux politiques congolais afin de trouver une solution à la crise politique et sociale que connaît la République démocratique du Congo. L'homme dit incarner le ras-le-bol des Congolais face à la crise actuelle au pays, mais aussi porter la vision de la jeunesse pour une république nouvelle. Timothée Lenoir, efficace, et de lui qu'il s'agit, a décidé de briguer la magistrature suprême en République démocratique du Congo lors des prochaines élections, prévues en décembre 2018. Je vous annonce solennellement ce jour que moi, Lenoir efficace Timothée, je me porte candidat à la présidence de la République. Je suis candidat président de la République pour redonner au Congo et aux Congolais
les sursauts des libertés, des grandeurs et des fiertés. Je suis candidat président de la République pour nous amener à dresser nos fronts, longtemps courbés, et espérer conjurer à jamais en République démocratique du Congo les génies maléfiques de la mauvaise gouvernance, de la médiocrité, de l'impunité, des guerres fratricides, de la corruption, des détournements des deniers publics, des vols, des viols et que sais-je encore de plus atroces. Face au chevalier de la plume et ses quelques partisans, Timothée Lenoir Efika a dévoilé les grandes lignes de sa vision. J'ai donc décidé de conduire aux destinées de la RDC comme président de la République, chef de l'État, pour les 5 prochaines années, dans le but de 1. Restaurer les fondamentaux d'un État de droit démocratique. 2. Stabiliser les cadres macroéconomiques et relancer la production. 3. Assurer le bien-être social des populations. Candidat président de la République indépendant, Lenoir compte sur la jeunesse et tout le peuple congolais pour, dit-il, traduire ce rêve en réalité. Makolo Kotambola, ça y est, le CLC reprend du service. Je me permets l'expression. Vous donnez raison parce qu'ils ont dit que si d'ici là ça ne va pas, eh bien on reprend les marches. Il y aura encore mort d'homme, Bensouda reviendra, droit de l'homme, patati patata, et le cycle reprend. Pourquoi on ne parvient pas à arranger les choses? Ce qui retient mon attention dans votre question, c'est la phrase « le CLC reprend du service ». La question que je me pose, c'est « il reprend le service pour le compte de qui ?» Pour le compte de l'Occident. Toujours. Mais l'Occident, là, il est fort, hein, parce que je me dis que le Congolais, comme on a traité notre président de marionnette, on se demande si les Congolais sont des marionnettes. Hein. Non. Toujours, toute la faute est à l'Occident. La vérité, c'est que notre président tient tête à l'Occident et il dérange. Voilà pourquoi nous, patriotes, lumumbistes, nous disons que ce pays doit rester debout avec ces présidents-là. Quel président? Kabila Joseph. Jusqu'en 2018. Hein? Jusqu'à ce qu'il y ait élection dans ce pays. En 2018. Donc, ne nous emmenez pas jusqu'en 2021, s'il vous plaît. Il faut que l'on comprenne que ce qui se fera dans ce pays ne peut pas et ne doit pas être ce qui est décidé de loin. Il se fera au Congo ce que les Congolais auront décidé ensemble de faire. Pas un diktat qui vient d'un Occident mafieux qui instrumentalise les CLC pour mettre du désordre dans le pays. Ce que j'ai dit, c'est ce que j'avais dit une fois en face de M. l'abbé Donatien Cholet, que l'œuvre de l'Occident, même si elle passe par une certaine congrégation, elle ne réussira pas au Congo parce que les patriotes congolais sont désormais vigilants pour ne rien laisser passer. S'agissant du CLC, nous sommes dans un état de droit, ça n'est pas une jungle ici. Il y a des lois qui régissent ce pays. Si quelqu'un veut être le bras armé d'un ennemi invisible, eh bien, la loi l'arrêtera. Avez-vous une idée de... encore, le CLC sera bloqué. Il y aura mort. La loi... Non, moi, je ne parle pas de mort. Bloqué, comment? Bloqué parce qu'on ne doit pas détruire le pays. Et c'est le CLC qui a détruit ce pays? Bien sûr. Qui veut continuer la destruction du pays que l'Occident a commencé, y compris en tuant Lumumba, en tuant Laurent Désiré Kabila. Et les Congolais n'ont pas tué les Congolais ici en République démocratique du Congo? Nous disons que nous ne nous laisserons pas
du pays. Avez-vous une idée de celui qui a posé sa candidature? Vous le connaissez? Vous avez une idée? Est-ce que tout le monde aujourd'hui peut poser sa candidature? La loi aussi le permet. Hein? Ben, c'est normal, hein? Ça s'appelle la démocratie. Vous savez, c'est les frémissements. Hein? On est à l'approche des élections. On va avoir droit à tout, hein, y compris à des candidatures farfelues. On ne sait même pas. C'est son droit, il faut les respecter. On a une autre candidature farfelue d'un Italien. C'est tout à fait normal que notre frère moi je ne connais pas d'Italien. Qui est italien? Soit aussi, oui, il y a beaucoup d'Italiens qui croient qu'ils peuvent devenir président de la République démocratique du Congo. Ah bon, mais je ne savais pas. Vous savez, il y a des candidatures qui pullulent. Madame Kienge, Cécile Kienge, peut-être, elle est italienne, c'est connu, hein, Cécile Kienge. Quelqu'un qui lui est proche, qui se pavane maintenant. Dernièrement, il était aussi chez les autres étrangers au Rwanda. Il croit que... Aujourd'hui, vous êtes un ami du Rwanda, le président Kabila va aussi au Rwanda. Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, nous sommes ennemis du Rwanda. Attendez. S'il vous plaît, ne nous mettez pas dans la tête qu'aller au Rwanda, vous êtes ennemi du Congo. Quelqu'un ne peut plus aller au Rwanda? Vous savez ce que je vais vous dire. Il ne faut pas penser que les Congolais sont des bêtes. Ah, vous le dites si bien. Non, mais je le dis avec force. Exactement. Et il faut... Vous savez pourquoi dites-nous a échoué dans ma province, par exemple? Dites-nous clairement, non. Je vous pose la question aussi directe, Makokotambo. Est-il interdit aux autorités congolaises, aux compatriotes congolais d'aller au Rwanda? Dites-moi clairement. Il est interdit de penser qu'en allant au Rwanda, on aura, parce qu'on est italien, le pouvoir au Congo. Pas question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je réponds à votre question. Répondez à ma question. Est-il interdit aux autorités congolaises, aux compatriotes au Rwanda? Sommes-nous aujourd'hui en guerre avec le Rwanda? En front diplomatique avec le Rwanda? Partout où vous voulez. Allez partout dans le monde où vous voulez. Vous êtes libre. Mais ne pensez pas que parce que vous allez au Rwanda, vous deviendrez président ici. Non. Et ceux qui sont arrivés ici sont passés par où? On va n'excluer pas l'histoire. Ceux qui sont devenus présidents ici sont passés par où? Mais je vais vous dire. Laissez-moi vous dire. Ne changez pas l'histoire. Laissez-moi vous dire. Ne changez pas l'histoire. Je voudrais ressusciter Laurent Désiré Kabila pour qu'il vous dise. Il vient d'où, Madame. Oui, parce que Laurent Désiré Kabila a lui-même dit quand il a chassé le Rwanda ici. Il a compris que c'était des gens en qui il ne fallait pas faire confiance. Il faut que les uns et les autres comprennent. Je le dis comme citoyen d'une province qui s'appelle la Chopo, dans l'ancienne province orientale. La Chopo qui a connu son chef-lieu, Kisangani, la guerre d'un jour, de 3 jours, de 6 jours, avec les conséquences que vous connaissez. Je ne peux pas accepter que quelqu'un, étranger de surcroît, aille au Rwanda avec des visées de devenir président ici. Je vous le dis, madame. Représentant, je le dis en pensant aux membres de ma famille qui sont morts de bombardement. C'est aujourd'hui que vous y pensez? Je vous l'ai dit. Ce monsieur-là, non seulement qui ne sera pas candidat dans ce pays qui est le Congo, je le dis parce qu'il est étranger, il n'est pas de la CENI. Vous n'êtes pas de la CENI. Il a été gouverneur avec cette CENI. Je vous dis. Il a été gouverneur avec cette CENI. Vous êtes qui pour dire non? On peut tout être. C'est pour ça qu'il faut que la justice détermine maintenant. Il y a trop de choses. Vous réagissez après, même avec le pauvre gouverneur du Maniema. Il a été élu gouverneur du Maniema. La justice regarde cette question-là, où il y a des gens d'autres nationalités qui sont gouverneurs, qui sont je ne sais quoi. Aujourd'hui, la loi doit rester la loi pour tout le monde. Commencez par votre Quand on est italien, on va en Italie, madame. Quand on est congolais, on reste au Congo. Mais quand on essaye de faire des pérégrinations, y compris dans des pays louches, eh bien, ce n'est pas ici que cela arrive. Aujourd'hui, tenez-vous en compte, le Rwanda est un pays louche. Dit par M. Makolokotambola. Interdit d'aller au Rwanda pour nos autorités et nous-mêmes compatriotes. Nous sommes en guerre et en foi diplomatique. Ne faites pas de l'amalgame, je vous dis. Vous l'avez dit. Je suis tellement heureux d'avoir prononcé ces mots. Pays louche. Citoyen de Kisangani. Je suis très heureux d'avoir prononcé ces mots. Parce que Kisangani sait ce que le Rwanda a fait là-bas.
Et ce pays ici est le nôtre. On ne peut pas le vendre à des gens. Écoutez, madame. Et quand on traite votre président de marionnette, comment vous réagissez? Est-ce que vous savez pourquoi on les traite comme ça? C'est parce que le président de la République démocratique du Congo fait peur à ces gens-là. Maintenant, l'Occident commence à les instrumentaliser. Ils veulent nous mener la guerre. Ils commencent à nous attaquer. Ils sont dans des plans terribles, y compris pour balkaniser ce pays. Le seul qui barre la route à ça, c'est Kabila Joseph. Eh bien, il faut que les Ougandais, les Rwandais et les autres sachent que Kabila Joseph n'est pas seul. Il y a des Makoloko Tambola, il y a des gens nombreux, pas que des Kisangani d'ailleurs, mais de tous les Congos qui sont derrière nous. Allons prendre l'avant-dernier. Le Rwanda et l'Ouganda ne passeront pas. Ils sont déjà là, de toutes les façons. Nous continuons. Ouverture, journée porte ouverte. Nous prenons les partis politiques, mesdames et messieurs, l'ouverture de journée porte ouverte à l'ensemble. Les partis politiques font leur travail en République démocratique du Congo. Et y a-t-il cette guerre entre les Katumbistes et les Tshisekidistes? Et même Makoloko Tambola va nous donner son point de vue et sa lecture de cette situation, parce que on sent déjà cette, je ne sais pas si je peux me permettre, cette haine envers Moïse Katumbi. Prenons cet exemple. Ça n'est pas de la haine, madame. Ils sont cadres des différents partis politiques, membres de Ensemble pour le changement. Réunis dans cette salle du lycée Bosangani, ils sont venus s'imprégner du programme de leur candidat Moïse Katumbi afin de le défendre et de l'incarner. Il sera ici question de parcourir tous ces axes prioritaires du programme de gouvernance que propose Ensemble au peuple congolais, que propose Moïse Katumbi au peuple congolais. Ces axes que nous avons définis dans notre programme comme des piliers, nous attendons une participation active de chacune et de chacun à ces travaux et surtout grâce à un partage profond autour de tous les détails possibles relatifs aux différentes options de ce programme, afin de pouvoir favoriser la compréhension par tous et permettre ainsi à chacune de vulgariser sur toute l'étendue du territoire national. La mise en pratique de ce projet de société passe par une victoire aux prochaines élections. Ainsi, Ensemble affirme se préparer quant à ce. Nous préparons nos listes de députés pour le 23 décembre. Nous espérons que vous préparez les vôtres. Cette date du 23 décembre, ce n'est pas nous qui l'avons proposée, c'est vous et votre CENI. Et nous disons, nous sommes d'accord. Au cours de cette première journée des travaux, le secrétaire général de Ensemble, Délice Sanga, a eu à présenter les animateurs du bureau politique ainsi que le coordonnateur régional de la plateforme chère à Moïse Katumbi. Sauf imprévu, ces portes ouvertes vont se fermer ce mardi 1er mai. À quelques mois de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales en RDC, l'on assiste à une guerre médiatique sans précédent entre katumbistes et tshisekidistes. Les deux partis sont loin d'accorder leur violon au sujet de la candidature commune à soutenir à la prochaine présidentielle. Pour les katumbistes, il n'est pas question de soutenir qui que ce soit. Seul Moïse Katumbi est notre candidat aux élections de décembre 2018. Nous n'allons pas soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Si on empêche à Moïse Katumbi d'être candidat, il n'y aura pas d'élection, a déclaré un cadre de la plateforme Ensemble il y a 24 heures. Une déclaration qui appuie celle faite par Gabriel Kyungwa-Koumanza il y a quelques jours. Si Moïse Katumbi n'est pas candidat, il n'y aura pas de PPRD au Katanga. Nous n'allons pas soutenir la candidature de Félix Tshisekedi, avait lancé le président de l'UNAFEC. Alimete, loin d'avaler ce qu'il considère comme une pilule amère de la part des anciens membres de la majorité présidentielle, les tshisekedistes sont catégoriques. Nous n'allons pas soutenir la candidature de Moïse Katumbi, c'est hors de question.
Félix Tshisekedi, un autre candidat, réplique Maître Peter Kazadi, cadre de l'UDPS. Une guerre qui ne cesse de prendre de l'ampleur via les réseaux sociaux où de nombreux tshisekedistes estiment que soutenir la candidature de Moïse Katumbi est une insulte pour les combats menés par le parti d'Etienne Tshisekedi depuis plus de 30 ans. Alors, question, à qui profiterait cette guerre déclarée entre katumbistes et tshisekedistes? Difficile pour l'heure de répondre avec exactitude à cette question. Élu nouveau président de l'Union pour la démocratie et le progrès social au Congrès de mars 2018, Félix Tshisekedi promet de lancer une campagne de récolte de fonds pour sa candidature à l'élection présidentielle, alors que Moïse Katumbi, en exil depuis 2016, a annoncé son retour au pays en juin prochain pour se préparer aux futures élections. Merci Jeff Calais pour ce condensé. Makolo Kotambola, votre lecture par rapport à cette guerre. C'est vrai aujourd'hui que est-ce que les Tshisekedistes ont raison de ne pas soutenir Katumbi aujourd'hui parce qu'ils disent que non, ils doivent coûte que coûte avoir Félix Tshisekedi comme le prochain président de la RDC, vu le combat mené par son père d'il y a 30 ans. Depuis 30 ans. Vous voulez me mettre dans la boue, dans un débat de boue. Ah. Ça, c'est de la boue. Pourquoi? Vous êtes une élite, vous avez droit à avoir une idée. C'est une preuve que nous avons dans ce pays des gens incapables de regarder dans la même direction. Et pourtant, les uns fonctionnent avec l'argent des autres et ainsi de suite. On est dans un monde... c'est pour dire que le peuple, c'est le plus grand malheureux de la situation. C'est le peuple. À un moment, les gens sont dans leurs petits intérêts, c'est leur droit. Si l'UDPS refuse de soutenir un étranger, c'est tout à fait de leur droit. Du reste, un étranger qui, au lieu de pleurer sur les morts du Congo, va vanter les morts du Rwanda. On vous a interdit à vous de créer un mausolée par rapport au... Il a oublié que les Rwandais dont il vante les morts... vous de créer une stèle pour les morts du Congo. Arrêtez un peu. Est-ce qu'il y a une stèle ici où les gens peuvent s'incliner devant les morts congolais? Il y en a? Voilà pourquoi je pense que ce monsieur est un... Non, mais répondez un peu à ma question. Répondez un peu à ma question. Est-ce qu'on a interdit... Je vais répondre non, s'il vous plaît. Il y a eu des morts à Kisangani. Est-ce qu'il y a une stèle où les gens peuvent aller s'incliner aujourd'hui devant les morts de Kisangani? Y a-t-il une stèle aujourd'hui où les gens peuvent s'incliner devant les 6 millions de morts congolais? Il y en a, c'est où? Oui, madame. Dites-le-nous, c'est où? Je vais demain à Kisangani et à chaque fois que je vais à Kisangani, la première activité que je fais, toujours, c'est d'aller m'incliner au cimetière. Ça, c'est un cimetière. Non, on parle de stèle, on parle d'un monument. Il y en a à Kisangani, il y a s'il y en a, mais pour les 6 millions de morts congolais, personne n'en parle. Kagame vend son génocide. C'est quand même extraordinaire. Kagame vend son génocide. Quelqu'un qui se déclare congolais aille acheter les produits que Kagame vend. Quel produit? Parce que vous dites que Kagame vend ses... Les champs, les étrangers allaient acheter les morts de Kagame. Essayons d'acheter les nôtres. Non, réfléchissez aussi, soyons froids un peu. Le monsieur blanc qui est allé au Rwanda, qui est allé au Rwanda pleurer les morts du Rwanda. Nuance. Je veux dire. Il s'est incliné. Laissez-moi finir mes phrases. Non, mais puisque vous dites il n'a pas pleuré, il n'a pas pleuré, il s'est incliné. Tout le monde l'a fait. Laissez-moi finir. Tous les invités l'ont fait. Laissez-moi finir. Pourquoi vous mettez l'accent sur Katumbi? Partir de là où il est, aller acheter la marchandise mortuaire du Rwanda, sans se préoccuper de ce que le Rwanda a fait au Congo et penser, oser penser ainsi que nous sommes. Ainsi que le Rwanda, vous manipulez. Eh bien, je vais vous dire que si cet étranger croit qu'il fera quoi que ce soit dans ce pays, eh bien,
Ça n'arrivera pas. Vous avez vanté un si grand pays avec la modernisation, patati patata. Un si petit pays comme le Rwanda, vous parlez de Rwanda. C'est vous parlez du Rwanda aujourd'hui. Il faut dire ça à l'étranger. Il faut dire ça à l'étranger qui est allé au Rwanda. Acheter la marchandise mortuaire. Vous êtes de la majorité. C'est une responsabilité de penser qu'il faut faire le pèlerinage là-bas. On admet. Est-ce qu'ils vous les morts du Congo parleront. Ils parleront à cet étranger. Mais les morts ne meurent que quand on ne pense pas. Est-ce que vous pensez aux morts congolais? Nous pensons vous êtes de la majorité présidentielle. C'est pour ça que nous sommes choqués de voir quelqu'un qui veut se déclarer congolais aller pleurer sur les morts du Rwanda sans se préoccuper une seule seconde de ce que le Rwanda a fait. Je vous repose la question. Vous êtes en train de fuir ma question. Vous êtes de la majorité présidentielle. Oui, où est-ce qu'un invité peut aujourd'hui s'incliner devant les 8 millions de morts congolais? Donnez-moi un endroit. Tout simplement un endroit. Ok. Un endroit où on peut s'incliner devant les 8 millions de morts congolais. Vous voulez que je vous réponde? Oui, donnez-moi un endroit ici à Kinshasa. Si un invité vient comme Bensouda était venu, qu'il aille s'incliner devant le stèle de 8 millions de morts congolais. Donnez-moi un endroit. Je suis tout à fait d'accord. Donnez-moi un endroit et on arrête là. Il faut que l'on construise des stèles. Vous n'en avez même pas. Vous n'en avez même pas. Alors arrêtez. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Arrêtez. Il ne faut pas. Parce qu'il n'y a pas de stèles. Nous avons des cimetières chez nous. Nous ne faisons pas de la marchandisation des morts. Nous ne sommes pas si cruels que ça. Ailleurs. Vous êtes allé en Europe. Il y a des monuments aux morts. Ceux qui sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale. Vous n'avez pas vu des monuments aux morts? Il y en a. Pourquoi pas ici? Au Congo, vous n'avez pas de monuments aux morts? Vous n'avez pas. Donnez-nous ça ici. À la place vers la télévision de Jean-Pierre Bemba. Comment on appelle? Forest Cove. Alors pourquoi vous n'amenez pas les gens s'incliner là-bas? Allez-y, commencez par les mots. Moi, je vous pose la question. Nous n'avons pas la culture de la marchandisation des morts. Mais il faut le faire, c'est la mondialisation. Je crois que c'est la mondialisation aujourd'hui. Vous avez raison. C'est la mondialisation. Vous devez comparer. Vous devez comparer. Maintenant, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu la stèle de la place Forestcom, vous allez quand même à la foire des morts quelque part dans un pays étranger et vous allez vous morfondre là-bas, pleurer là-bas, sans se préoccuper une seule seconde de ce que les victimes des gens chez qui vous allez pleurer peuvent dire. Dans le Kivu, par exemple, dans l'ancienne province orientale, dans chez moi, par exemple. Qu'est-ce que l'État fait par rapport à ces victimes aujourd'hui? Chez nous, qu'est-ce que l'État fait? Vous savez, pratiquement, qu'est-ce que l'État congolais a fait par rapport aux victimes? Nous sommes allés en justice contre l'Ouganda et le Rwanda pour réclamer réparation. Voilà pourquoi nous demandons à la justice internationale d'être juste avec nous. Parce que quand vous plairez avec mais il faut un lobby pour ça. Il faut un lobby. Vous faites un lobby pour ça. Vous vous battez pour ça. Vous savez ce qui était extraordinaire. Quand vous faites du délit, il n'y a pas de morts en RDC. Quand j'essaye de vous parler des morts du Congo, vous me renvoyez aux morts du Rwanda. C'est quand même terrible. Moi, j'essaie de vous parler des morts du Congo. Des souffrances du Congo. Vous m'amenez aux morts du Rwanda. Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à la foire mortuaire du Rwanda? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à vous? Vendu ces morts. Moi, j'essaie de vendre le mien. Alors, vendez-les. Comment j'essaie de vendre le mien? Vous refusez que je finisse de les vendre. Vous les vendez comment? Madame. Vous les vendez comment? Vous compreniez que le drame de ce pays vient des enfants de ce pays eux-mêmes. La faute à qui? Vous ne parlez pas en bien de votre pays. Vous ne parlez jamais en bien du pays. Vous croyez que ce qui est extraordinaire, ce qui est merveilleux vient de loin. Parlez de chez vous. Soyez fiers de chez vous. Parlez de vos routes quand elles sont bonnes. N'en parlez pas que quand elles sont mauvaises. C'est ça l'information. Il faut parler de votre pays quand ça marche. N'en parlez pas que quand il y a des difficultés. Ce qui est terrible, c'est que nous avons affaire à une sorte d'élite incapable de voir le bien chez lui, chez elle, et que de voir le meilleur chez les autres. Non, madame. Soyons tout de même. Je le dis, hein. Je le dis avec la force de ma conviction. Là, vous allez de gauche à droite. Parlons bien de ce pays, parce qu'il y a des choses merveilleuses dans ce pays. C'est un grand pays qui est plus que tous les pays
qui nous environnent. Je vous en prie. Parlons-en. On en parle bien. Madame. Question directe. Commencez par le faire à Web Congo Télévision. Question directe. Combien de morts congolais? Beaucoup. 6 millions. 6 millions, vous êtes sûr? Si on pose la question à main d'aujourd'hui, on ne dira pas 6 millions. Hein. Il y en a combien? Quel est le chiffre exact? Je tiens ce 6 millions de morts. chiffre de Mende. C'est 6 millions de morts aujourd'hui. C'est des victimes, y compris de l'Ouganda et du Rwanda. Vous avez dit 6 millions de morts. 6 millions de morts. 6 millions sans stèle, sans rien. 6 millions. Vous savez pourquoi j'en parle avec précision? Parce que j'ai été pendant près de 20 ans représentant en Europe et en Amérique du Nord on a vu vos vidéos, hein. de l'Union des victimes de guerre. Aujourd'hui, rien n'est s'oublie. Je suis en train de sillonner le monde entier. Oui, j'ai sillonné le monde entier pour parler des victimes de guerre du pays. Et vous traitez comment le président? Comment vous avez traité le président de la République? Rien ne s'oublie. Écoutez-moi bien. Ce que je dis, c'est que jamais dans ce pays, nous n'accepterons qu'un étranger aille au Rwanda acheter les morts du Rwanda sans se préoccuper de ce que le Rwanda a fait dans notre pays et qu'il ose croire qu'il se présenterait comme candidat à une quelconque élection. C'est le seul défaut que vous trouvez à Moïse Katumbi. Il a beaucoup de défauts, y compris celui de vendre l'uranium, celui de bloquer. Là, si on dit seul, on peut sortir l'uranium seul dans ce pays sans l'aval des autorités. Ne nous prenez pas ici, ne prenez pas les Congolais. Ce qui est terrible. L'uranium ne peut pas sortir de ce pays sans l'aval du ministre de l'Intérieur, sans l'aval. Ne nous prenez pas pour des idiots aussi. Je suis allé un jour à Lubumbashi. J'ai rencontré des hommes d'affaires. Laissez-moi. Vous dites des choses. Vous saviez tout ça. Comment vous n'avez pas sorti ça quand vous étiez gouverneur? Vous m'invitez. Comment vous n'avez pas sorti tout ça? Écoutez. Non, je vous écoute. Mais non, finir une phrase. Juste finir une phrase pour orienter le débat. Attendez, non, je finis la phrase d'avant. Laissez-moi finir la phrase d'avant. Vous saviez tout ça quand vous étiez gouverneur. Comment vous n'avez pas dénoncé tout ça? Comment vous n'avez pas dénoncé quand vous étiez gouverneur? Ma phrase d'avant. Cette phrase d'avant disait ceci. J'arrive à Lubumbashi, je rencontre des hommes d'affaires, ils me disent la chose suivante. Nous sommes très heureux que cet homme soit parti parce qu'il profitait de son pouvoir d'État pour mater tous les autres. Il était dans tout. L'uranium, cobalt, cassitérite, il vendait jusqu'aux poissons. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui profite de son pouvoir de gouverneur pour aller... Il est profité seul. Bloquer tout le monde. Oui, bien sûr qu'il le faisait tout seul. Et vous saviez tout ça quand il était gouverneur. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Il était gouverneur pendant combien d'années? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est capable dans ce pays d'excuser l'inexcusable. Au nom, je ne sais de quel principe de droit. Quand quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas correct, il faut avoir la décence, non seulement de dénoncer, mais aussi d'être ferme dans le jugement. Faites-le pour tout le monde. Quelque chose de mal. Ne vous focalisez pas sur Moïse Katumbi. C'est une administration italienne. C'est une administration italienne. Un bourgmestre en Italie qui fait un communiqué pour dire monsieur qui s'appelle Moïse Katumbi, en réalité, il est un sujet italien depuis l'an 2000. Est-ce que je peux vous faire une recommandation? Me l'a dit. Je peux vous faire une recommandation pour terminer. Faites-le pour tout le monde. Faites-le me l'a dit. Faites-le pour tout le monde de la majorité présidentielle. Je suis en train tout le monde de la majorité présidentielle. De rechercher. Sinon, ça sera une focalisation sur Moïse Katumbi. De rechercher tous ceux qui ont et le courage de dénoncer. Et le courage de dénoncer. Tous ceux qui ont des passeports autres que congolais, en vertu de l'article 10 de la Constitution. Eh bien, messieurs, si vous voulez être président de la République, si vous voulez être député national, si vous voulez être sénateur, bourgmestre au Congo, soyez d'abord congolais. Merci, c'est ça, Info 7 aujourd'hui. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'être restés fidèles à cette émission. Merci à Makoloko Tambola d'être passé à la barre. Vive la République démocratique du Congo et vive le peuple congolais avec passeport congolais. Espérons que lui-même n'est pas français. Non. Merci, mesdames et messieurs, et prenons rendez-vous pour le dimanche prochain pour un autre Info 7. Je suis de Yamongoumia, dans la province de la Chopo.
territoire de Bassoko. Moïse Katouli est né de mère congolaise. À plus, mesdames et messieurs. L'émission est terminée. Merci et à dimanche prochain.